Le matin du 28 avril 1945, 2 jours avant la chute d'Adolf Hitler, les forces américaines s'approchèrent de Dachau. Plusieurs unités avaient participé à l'avancée et, compte tenu de la taille du camp, il était difficile de déterminer laquelle y était entrée en premier. L'officier le plus haut gradé présent était le général de brigade Henning Linden, qui accepta la reddition des officiers SS restés dans le camp. Pour de nombreux soldats, Dachau fut l'un de leurs premiers contacts directs avec la machine d'extermination, un aperçu des fosses ouvertes et des systèmes de gazage qui seraient bientôt découverts ailleurs en Europe. Durant les mois précédant l'arrivée des Alliés, des camps comme Dachau avaient été intensément actifs, non seulement pour éliminer les prisonniers, mais aussi pour dissimuler toute trace des événements. Les officiers allemands, conscients qu'ils seraient tenus responsables de crimes de guerre, désertèrent certains avant l'arrivée des troupes ennemies. Ceux qui restèrent tentèrent de détruire des documents et d'éliminer les derniers détenus susceptibles de servir de témoins. Cependant, la situation critique de l'Allemagne les empêcha de mener cette tâche à grande échelle. Les munitions et les ressources étaient rares et il n'y avait aucune possibilité de procéder à des exécutions de masse comme les années précédentes. En avril 1945, Dachau était sous la coupe d'un très petit groupe d'officiers SS. La plupart s'étaient réfugiés dans les Alpes avec l'intention d'y résister, tandis que ceux qui restaient s'efforcèrent de maintenir l'ordre dans un environnement déjà délabré. Le médecin militaire américain Harold Porter fut chargé d'aider à la libération du camp. Dans une lettre à sa famille, il décrit comment, à leur arrivée aux abords de la ville, ils trouvèrent un train de 50 wagons endommagés. Chacun était rempli de cadavres, des milliers de corps montrant des signes évidents de famine. Ce convoi, plus tard surnommé le train de la mort, devint l'une des premières preuves tangibles de l'Holocauste. À l'intérieur du camp, les scènes étaient encore plus troublantes. Porter raconta avoir été conduit au crématorium, où il trouva une pièce de 6 mètres de haut, remplie de corps entassés jusqu'au plafond. La puanteur était insupportable. Les visages étaient noircis, les yeux exorbités, et les silhouettes n'étaient plus que des os recouverts de peau. Ces images restèrent gravées dans la mémoire des soldats ayant participé à la libération, dont beaucoup furent incapables de comprendre ce qu'ils virent. Si la brutalité nazie était connue, l'ampleur de l'horreur dépassait toute compréhension. Certains soldats s'effondrèrent, tandis que d'autres choisirent de réprimer leurs émotions pour accomplir leur devoir. Cependant, tous ne réagirent pas de la même manière. Dans plusieurs unités, la vue des cadavres déclencha une rage incontrôlable. Des soldats de la 45e division d'infanterie devinrent fous à la vue du train de la mort. Lorsque 4 officiers SS se rendirent, le lieutenant William Walsh les conduisit au wagon et les exécuta sur le champ. Cet acte de représailles n'était pas un incident isolé. Walsh et ses hommes continuèrent d'avancer à travers la campagne et, face à des piles de cadavres, décidèrent d'appliquer ce qu'ils considéraient comme une justice immédiate. 30 officiers. Les SS furent emmenés dans un secteur intérieur et 17 d'entre eux furent abattus avant qu'un officier supérieur ne parvienne à empêcher l'exécution. On estime qu'au total, entre 50 et 120 Allemands furent tués par des soldats américains mus par la rage. Le nombre exact n'a jamais pu être confirmé. Dans certains cas, les soldats donnèrent des armes aux prisonniers libérés afin qu'ils puissent exécuter eux-mêmes leurs anciens gardiens. Les médecins refusèrent également de soigner les officiers SS blessés, entraînant la mort de plusieurs d'entre eux. Finalement, lorsque le général Patton prit ses fonctions de gouverneur militaire de Bavière, il ordonna le gel de toute enquête sur ces crimes commis pendant la libération. Les responsables des fusillades et des actes de vengeance spontanés ne furent jamais punis. À Auschwitz, la libération fut menée différemment, car elle fut menée par les forces soviétiques. Il restait environ 7000 prisonniers à l'arrivée de l'armée rouge fin janvier 1945. Nombre d'entre eux pleurèrent de soulagement à la vue des soldats, même si les soviétiques ne comprirent pas vraiment ce qu'ils découvraient. En fouillant le terrain, ils découvrirent des fosses ouvertes, des salles remplies d'ossements et des sacs contenant les cheveux coupés de milliers de personnes. Le colonel Basil Patrenko, commandant de la 107e division d'infanterie, écrivit plus tard que bien qu'ayant été témoin de la mort constante sur le front, il avait été choqué par la haine absolue que les nazis avaient manifestée envers leurs victimes.
Dans des camps comme Sachsenhausen et Buchenwald, les soviétiques choisirent de les maintenir en activité après la libération, mais avec un objectif différent. Ils servaient à emprisonner des officiers allemands, des citoyens accusés de collaboration avec le régime ou des personnes soupçonnées d'opposition à la nouvelle administration. Selon des rapports contemporains, les conditions de vie dans ces centres sous contrôle soviétique étaient très dures, presque comparables à celles des prisonniers sous le régime nazi. La campagne de Dachau du 29 avril 1945 fut l'une des plus sanglantes. Ce jour-là, lors des dernières étapes de l'évacuation, des unités américaines interceptèrent un convoi transportant 4000 prisonniers qui parvint à poursuivre sa route vers l'Allemagne. Elles accélérèrent leur marche et, à leur arrivée au camp, découvrirent plus de 30 000 détenus encore dans des conditions déplorables. L'entrée des bataillons américains entraîna de nouvelles exécutions d'officiers qui s'étaient rendus. Le capitaine Wilsey, anesthésiste de la 7e armée, avait participé au débarquement de Normandie et soigné des milliers de blessés. Il pensait avoir tout vu, mais en franchissant les portes de Dachau, il fut confronté à une scène inédite. Il décrivit des piles de chaussures et d'uniformes empilés dans des entrepôts, des fours encore fumants et surtout les corps squelettiques de prisonniers vivants qui ressemblaient à des morts vivants. Édentés, faibles, déshydratés et affaiblis par le manque de nourriture, ces hommes et ces femmes tenaient à peine debout. Wilsey comprit alors ce qui avait poussé ses camarades à agir avec une telle violence. Dans ses lettres ultérieures, il raconta combien de soldats avaient été marqués à vie par cette expérience. Certains justifièrent ce qui arriva comme une conséquence inévitable de ce dont ils avaient été témoins. Les violences déchaînées à Dachau se poursuivirent dans les heures qui suivirent l'entrée des troupes. La tour B, qui servait de second poste de garde, devint le théâtre de fusillades systématiques. Plusieurs gardes allemands qui avaient déposé les armes furent contraints de s'agenouiller puis abattus d'une balle dans la tête. Le lieutenant Walsh lui-même captura 4 officiers SS, les força à monter dans un wagon contenant environ 120 cadavres et, après les avoir retenus un moment à l'intérieur, les assassina sur place. Le même jour, un jeune artilleur de 19 ans ouvrit le feu sur 12 prisonniers de guerre dans un dépôt de charbon. Le colonel Sparks le trouva en état de choc, pleurant et criant qu'il devait tirer car les Allemands voulèrent s'échapper. Les récits de cet événement montrèrent clairement que, pour de nombreux soldats, la frontière entre justice et vengeance était devenue totalement floue dans cette situation tendue. Le matin du 2e jour, une 50aine d'officiers SS furent contraints de se déshabiller et de se tenir debout à l'extérieur, effectuant le salut nazi, les bras levés. Les Américains les aspergeaient de seaux d'eau glacée pendant qu'ils maintenaient cette position. C'était une pratique que les gardes eux-mêmes imposaient aux prisonniers depuis des années. Cette fois, les conditions incluaient la menace d'exécution immédiate si quiconque baissait le bras. Tous furent fusillés avant midi. Dans des lettres contemporaines, le capitaine Wilsey décrit froidement avoir vu ses camarades capturer un SS, le torturer, puis l'abattre sans manifester la moindre émotion. Il ajoute qu'après avoir été témoin des atrocités commises par ces hommes, il était difficile de ne pas comprendre la réaction de ses camarades. Certains soldats décidèrent même de distribuer des fusils aux prisonniers juifs encore forts, leur permettant ainsi de surveiller et de punir les gardes allemands à leur guise. La réaction des prisonniers fut immédiate. Nombre d'entre eux déplorèrent leur fureur contre les capots, ces prisonniers privilégiés qui avaient exercé leur pouvoir sur d'autres au nom des nazis. Certains furent battus à mort dans les baraquements, tandis que d'autres furent sommairement exécutés. La violence de cette époque s'étendit au-delà des gardes SS et toucha également les prisonniers qui avaient collaboré avec eux. Dans les premiers rapports officiels, le nombre d'Allemands tués lors de la libération était estimé entre 50 et 100. Cependant, des témoignages ultérieurs suggèrent que ce chiffre pourrait avoir dépassé 500. Les comptes officiels du gouvernement américain faisaient état de 32 000 prisonniers libérés et d'environ 300 soldats ennemis tués. Cependant, les détails de ces décès ne furent révélés que plusieurs décennies plus tard, lorsque des documents et des lettres privées furent analysés publiquement. L'impact psychologique sur les soldats fut profond. Nombre d'entre eux restèrent marqués à jamais par ce qu'ils avaient vu à Dachau. Wilsey, en particulier, raconta dans ses mémoires comment les horreurs du camp se mêlaient dans son esprit aux images de la guerre.
Pendant des années, il a attribué ce qui s'était passé à une sorte de délire collectif résultant du stress de la guerre et de la brutalité soudainement révélée. À Auschwitz, les troupes soviétiques ont également été confrontées à un scénario dévastateur. Les 7000 prisonniers survivants étaient dans un état de faiblesse extrême. Ils pouvaient à peine marcher et beaucoup ressemblaient à des squelettes vivants. En fouillant le camp, les soldats ont découvert des pièces remplies d'ossements, des entrepôts remplis d'effets personnels et des sacs contenant les cheveux coupés de milliers de femmes assassinées. Les crématoriums ont montré des signes d'utilisation intensive jusqu'à leurs derniers jours. La différence avec Dachau résidait dans l'absence de représailles soviétiques massives contre les Allemands capturés à l'intérieur du camp après la libération. Cependant, à mesure qu'elles avançaient en territoire allemand, les troupes de l'armée rouge se livrèrent à des actes de vengeance, pillages et exécutions généralisées, témoignant de la haine accumulée au fil des années d'occupation et de destruction. Une fois libérés, les camps comme Sachsenhausen et Buchenwald furent transformés en centres de détention par les soviétiques. Ils y enfermèrent officiers allemands, collaborateurs civils et opposants présumés au nouveau régime. Des rapports contemporains indiquaient que les conditions de vie dans ces centres étaient difficiles, comparables à celles des victimes sous le contrôle nazi. Ainsi, ces lieux, autrefois théâtres d'horreur, demeurèrent des lieux de confinement et de souffrance sous une nouvelle administration. La libération des camps a révélé au monde l'ampleur du génocide. Des images de prisonniers affamés, d'amas de cadavres et de fours crématoires ont commencé à circuler parmi les journalistes et les militaires. De nombreux soldats ayant participé aux opérations ont déclaré des années plus tard que ces visions les avaient marqués à vie. La certitude d'avoir été témoins de l'un des crimes les plus atroces de l'histoire a marqué leur vie de manière irréversible. Les Alliés découvrirent pour la première fois cette réalité à Dachau et à Auschwitz, mais elle se reproduisit bientôt ailleurs. Bergen-Belsen, libéré par les troupes britanniques, offrit des scènes similaires, des milliers de corps sans sépulture, des prisonniers agonisants et des épidémies se propageant de manière incontrôlable. Les équipes médicales durent travailler contre la montre pour sauver ceux qui avaient encore une chance de survie. La plupart, cependant, moururent dans les semaines qui suivirent. Dans chaque camp libéré, le même schéma se reproduisit. Les nazis avaient tenté de détruire des preuves, de brûler des archives et d'éliminer des témoins, mais l'ampleur des crimes rendait impossible toute dissimulation. Les soldats se retrouvèrent face à des trains remplis de cadavres, des baraquements surpeuplés de malades et des entrepôts remplis d'effets personnels que les nazis n'avaient jamais réussi à transporter. Cette accumulation de preuves devint le matériau le plus convaincant pour démontrer l'existence d'un plan d'extermination systématique. Le souvenir de Dachau est lié non seulement à la découverte de l'horreur, mais aussi à la réaction incontrôlée des soldats libérateurs. Les témoignages de cette époque montrent que, face à la vue des milliers de corps entassés et des prisonniers réduits à l'impuissance, squelettes, de nombreux hommes étaient incapables de maintenir la discipline militaire. Les violences perpétrées contre les gardes allemands devinrent un sujet de silence pendant des décennies, protégés par les ordres supérieurs et par le souci de préserver l'image des armées victorieuses. La libération des camps marqua le début d'un processus par lequel le monde commença à prendre conscience de l'ampleur des crimes nazis. Les soldats devinrent des témoins directs et leurs témoignages constituèrent des preuves fondamentales pour les procès qui allèrent suivre. Cependant, le déroulement de ces journées révéla également le poids de la colère, de la douleur et du désir de vengeance qui accompagnèrent les armées dans leur avancée finale vers l'Allemagne. Les champs de l'horreur, comment les expériences les plus cruelles ont été cachées. Au camp de concentration de Buchenwald, des installations étaient mises en place pour les tests de dépistage des maladies infectieuses. Une section séparée, appelée bloc typhus, abritait les prisonniers délibérément exposés à la maladie. Les conditions étaient insalubres et des brancards en bois étaient placés côte à côte. Pour ces tests, les prisonniers de différentes nationalités étaient divisés en deux groupes. Certains étaient directement infectés par le virus du typhus, tandis que d'autres recevaient des injections de vaccins potentiels. La progression de la maladie dans chaque groupe était ensuite observée. Ces pratiques étaient menées en secret, et aucun registre officiel n'était tenu pour identifier les victimes, les noms n'étant inscrits sur aucune liste visible et tout étant géré par des codes ou des numéros.
Dans un autre cas, au camp de concentration de Dachau, des tests de basse température ont été effectués. Les médecins cherchaient à déterminer la durée pendant laquelle une personne pouvait supporter un froid extrême. Ils immergeaient donc les prisonniers dans de l'eau glacée pendant plusieurs heures. Certains étaient laissés nus à l'air libre, tandis que d'autres étaient placés dans des chambres où la température était progressivement réduite. Des réactions physiques ont été documentées, telles que des frissons, des pertes de connaissance et des évanouissements. Parfois, des méthodes de réanimation ont été tentées, comme des douches chaudes ou le contact avec d'autres corps, mais dans la plupart des cas, les sujets n'ont pas survécu. Comme à Buchenwald, les registres ont été manipulés ou supprimés, et de nombreux corps ont été rapidement incinérés sans autopsie ni document expliquant les véritables causes du décès. À Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes, des interventions chirurgicales expérimentales étaient pratiquées. Certaines femmes étaient contraintes de subir des opérations sans anesthésie, au cours desquelles une jambe était ouverte pour y insérer des objets contaminés ou des fragments d'os. L'objectif était de provoquer des infections artificielles en vue de tests ultérieurs de médicaments. À d'autres occasions, des muscles ou des tendons étaient sectionnés pour étudier les effets sur la mobilité. Les blessures étaient délibérément mal soignées afin d'en observer l'évolution. Les femmes en conservaient de graves séquelles, voire en mouraient. Les autorités du camp gardaient le silence et ordonnaient aux autres prisonniers de ne pas parler de ce qui se passait à l'infirmerie. Quiconque le faisait était puni ou éliminé. Les médecins responsables de ces interventions bénéficiaient souvent de l'aide d'autres prisonniers. Certains étaient des infirmiers contraints de collaborer, tandis que d'autres étaient des étudiants en médecine détenus pour des raisons politiques ou raciales. Ces médecins prisonniers étaient constamment surveillés et savaient que s'ils refusaient d'obéir aux ordres, ils risquaient d'être remplacés ou tués. Nombre d'entre eux vivaient dans une peur constante, conscients de participer à des actes contraires aux principes médicaux. Certains tentaient d'atténuer les souffrances des victimes en secret, en leur fournissant des analgésiques ou en modifiant les procédures pour les rendre moins cruelles, mais tout acte de compassion était dangereux. À Auschwitz, l'un des camps les plus vastes et les plus célèbres, diverses expériences furent menées. L'une des plus célèbres fut celle d'un médecin qui se concentra sur des jumeaux. Il sélectionna des frères et sœurs identiques et leur appliqua des traitements différents ou les soumit à des procédures parallèles afin d'en comparer les effets. Par exemple, on injectait une substance à l'un des enfants, tandis que l'autre était soumis à des prélèvements sanguins répétés. Si l'un des jumeaux mourait, l'autre était également tué, leur corps étant ensuite examiné pour déceler des anomalies internes. Ce camp incluait également des tests chimiques sur les yeux, des stérilisations forcées et des amputations sans justification médicale. Les rapports officiels de ces expériences mentionnaient rarement des détails précis. Les documents étaient rédigés en termes généraux, utilisant des expressions comme « essai clinique » ou « observation de réaction », sans préciser que les sujets étaient des prisonniers forcés. Les autorités du régime savaient que ces pratiques étaient difficiles à défendre face au monde et évitaient donc de laisser des preuves tangibles. Lorsqu'elles apprirent qu'un camp pourrait être libéré par les Alliés, de nombreux documents furent rapidement détruits et les médecins impliqués prirent la fuite ou modifièrent leur identité pour éviter d'être identifiés. Les témoins survivants ont tenté de raconter ce qu'ils avaient vu, mais ils ont souvent été dénigrés ou privés de parole. Certains de ces récits n'ont été révélés que des années plus tard, après des enquêtes plus approfondies. Les témoignages décrivent des scènes de souffrance extrême, des corps mutilés et un silence forcé. Ils mentionnent également comment certains médecins ont tenté de justifier leurs actes en affirmant agir pour le bien de la science, tout en sachant pertinemment que les méthodes utilisées étaient brutales. Le secret régnant dans les camps provenait non seulement des commandants nazis, mais aussi de la peur des prisonniers. Parler des expériences risquait de leur coûter la vie, aussi beaucoup préféraient-ils garder le silence. Même après la guerre, la peur persista. Certains anciens prisonniers mirent des décennies à raconter leur histoire et beaucoup ne le firent qu'en cercle fermé ou par l'intermédiaire de chercheurs qui avaient gagné leur confiance. Ce silence contribua à ce que l'ampleur réelle des abus médicaux dans les camps resta longtemps inconnue. Outre les médecins, des scientifiques envoyés par des universités ou des laboratoires externes ont également participé.
Ces experts sont arrivés dans les camps avec des listes de substances à traiter. Ils demandaient des sujets pour leurs études. Ils n'interagissaient généralement pas directement avec les prisonniers, mais donnaient des instructions et analysaient ensuite les résultats qui leur étaient envoyés. Cette distance leur permettait de se sentir moins responsables, même s'ils savaient qu'ils travaillaient avec des données obtenues sous la torture et la mort. À la fin de la guerre, nombre de ces scientifiques retournèrent dans leurs institutions sans subir de conséquences judiciaires. Malgré l'ampleur de la dissimulation, certains documents ont survécu. Des fragments de rapports, des notes manuscrites et des dossiers médicaux partiels ont été récupérés par les Alliés ou dissimulés par des individus soucieux de préserver la vérité. Ces documents ont été essentiels à la reconstitution des événements. Grâce à eux et aux témoignages des survivants, nous avons appris comment se déroulaient les opérations médicales dans les camps, qui étaient les responsables et quelles méthodes étaient utilisées pour dissimuler leurs actions. Dans certains cas, les médecins ayant participé à ces pratiques ont tenté de se justifier devant les tribunaux après la guerre. Ils ont affirmé n'avoir fait qu'obéir aux ordres, ignorer ce qui se passait exactement ou vouloir contribuer au progrès de la médecine. Cependant, nombre de ces arguments ont été rejetés, les preuves démontrant qu'ils avaient agi consciemment et volontairement. Certains ont été condamnés, d'autres ont réussi à s'échapper, et quelques-uns ont même été embauchés par des gouvernements étrangers intéressés par leurs connaissances scientifiques, quelle que soit la manière dont ils les avaient obtenues. L'utilisation de codes internes pour désigner les prisonniers, la suppression des archives, les crémations anonymes et le contrôle des propos tenus à l'intérieur du camp faisaient partie d'une stratégie délibérée visant à dissimuler la vérité. Ce système était si efficace que, pendant des années, nombre de ces pratiques sont restées obscures. Ce n'est qu'avec le temps et la persévérance des historiens, des avocats et des survivants que la vérité a commencé à éclater. Au camp de Ravensbrück, les interventions chirurgicales étaient pratiquées dans des conditions contraires aux normes d'hygiène et d'anesthésie. Les femmes étaient contraintes de s'allonger sur une table sans protection, les bras et les jambes attachés, et le personnel les immobilisait pendant toute la durée de l'intervention. Les médecins pratiquaient des incisions aux jambes, cassaient délibérément des os, introduisaient des bactéries ou prélevaient des muscles sans informer les patientes de ce qu'ils allaient faire. Ces femmes étaient alors alitées, sans antibiotiques ni soins, et beaucoup mouraient d'infections ou d'hémorragies. Les dossiers étaient incomplets ou codés de telle sorte que personne ne pouvait les comprendre s'ils étaient découverts. À Buchenwald, des expériences sur la fièvre typhoïde et les vaccins étaient menées sans consentement. Certains prisonniers étaient choisis parce qu'ils avaient été identifiés comme inadaptés ou inaptes au travail, ce qui facilitait leur élimination sans éveiller les soupçons. Les médecins injectaient des virus, attendaient la réaction du corps et notaient les résultats sur des feuilles qui étaient ensuite envoyées aux instituts de recherche. Des initiales ou des codes étaient utilisés pour identifier les patients. Si l'un d'eux décédait, il était simplement remplacé par un autre du même groupe. Les informations étaient stockées de manière à ne pas pouvoir être directement liées au vrai nom, rendant impossible toute reconstitution des événements. À Dachau, les effets du froid extrême étaient testés en immergeant les prisonniers dans des cuves d'eau glacée. Certains perdaient connaissance en quelques minutes, d'autres hurlaient ou tremblaient jusqu'à perdre connaissance. Dans ce cas, les médecins notaient la durée de l'exposition et le temps nécessaire à leur mort. Dans certains cas, des tentatives de réanimation étaient menées par des méthodes non éprouvées. Ces données, considérées comme précieuses pour l'aviation militaire, étaient transmises avec des détails techniques à de hauts responsables. Cependant, ces informations ne pouvaient pas circuler en dehors des cercles autorisés et de nombreux documents étaient éliminés après analyse. Dans certains camps, des enfants étaient utilisés comme sujets de test. À Auschwitz, des cas de jumeaux ont été recensés lors d'expériences comparatives. L'un recevait une substance, tandis que l'autre ne recevait rien. Les médecins étudiaient ensuite les effets et, dans plusieurs cas, des autopsies étaient pratiquées pour examiner les organes. Les dossiers comportaient des numéros plutôt que des noms. Il n'y avait ni photographie ni description physique détaillée. Ainsi, si le dossier était détruit, il ne restait aucune trace de ce qui avait été fait. On disait aux enfants qu'ils allaient à l'hôpital ou en consultation, mais en réalité, ils étaient conduits dans des salles fermées où les procédures étaient pratiquées. Dans toutes ces expériences,
Les médecins évitaient d'utiliser leur nom complet. Ils signaient avec leurs initiales ou ne signaient pas du tout. Les rapports étaient envoyés par messager plutôt que par courrier officiel et souvent aucune copie n'était laissée sur le lieu des tests. Si un prisonnier survivait, il n'était pas autorisé à parler aux autres ni à raconter ce qui lui était arrivé. Plusieurs étaient isolés ou transférés dans d'autres camps. Certains disparaissaient tout simplement sans explication. Les autres savaient que quelque chose s'était passé, mais ne pouvaient le prouver. Il y eut aussi des cas où les médecins emprisonnés furent contraints de participer. Certains étaient juifs ou communistes et avaient exercé leur profession avant leur arrestation. On leur offrait le choix de collaborer ou d'être exécutés. S'ils acceptaient, ils devaient participer à des expériences, soigner des patients, voire pratiquer des autopsies. Ils ne pouvaient refuser ni abandonner leurs fonctions. Certains prenaient des notes personnelles, mais ces carnets étaient confisqués lors de descentes surprises. D'autres se voyaient promettre de meilleures conditions de travail. Ils ont coopéré, mais la plupart ont finalement été éliminés lorsqu'ils n'étaient plus utiles. Dans certains lieux, des substances chimiques et des gaz toxiques étaient testés. À Natzweiler, les prisonniers étaient exposés à des gaz pour mesurer leur résistance. Les résultats étaient consignés sur des feuilles signées par des techniciens travaillant pour des entreprises liées à l'armée. Lors de l'examen des corps, les poumons étaient détruits pour masquer les effets visibles. Les rapports faisaient référence à des réactions attendues ou à une tolérance, sans expliquer les conditions d'obtention des données. Seul un très petit groupe avait pleinement accès au dossier et les ordres étaient souvent donnés oralement, sans laisser de traces écrites. Au camp de Sachsenhausen, les prisonniers étaient utilisés pour tester des balles, des explosifs ou des blessures de combat. Ces blessures étaient délibérément créées pour évaluer ultérieurement les méthodes de guérison. Les médecins étaient informés qu'ils collaboraient avec la défense nationale. Ils n'étaient pas tenus de prêter serment médical et il n'y avait aucune discussion sur l'éthique. Tout était présenté comme la nécessité du moment. Les prisonniers étaient classés comme articles disponibles ou marchandises consommables. Les listes n'étaient pas conservées plus de quelques semaines. En cas de problème, tout était détruit et la procédure était répétée avec les autres prisonniers. À l'approche des camps, de nombreux documents furent brûlés ou enterrés. Les médecins ayant participé aux expériences tentèrent de changer d'identité ou de fuir. Certains détruisirent les salles où les expériences avaient été menées. D'autres tuèrent les prisonniers survivants afin qu'ils ne puissent pas témoigner. Des produits chimiques furent utilisés pour effacer les taches de sang ou les brûlures sur les murs. Dans certains cas, de fausses installations furent construites sur les vraies pour dissimuler les faits. Tout cela se faisait sur ordre non consigné par écrit, ce qui rendait difficile toute reconstitution ultérieure des événements. Une fois la guerre terminée, nombre des rapports conservés étaient incomplets ou illisibles. On a retrouvé des fragments contenant des codes, des dessins ou des tableaux impossibles à interpréter sans les clés originales. Certains furent envoyés à l'étranger par des scientifiques capturés, puis recrutés. D'autres furent conservés par des médecins cherchant à se protéger des accusations. L'absence de documentation concrète empêcha la poursuite de plusieurs crimes et de nombreux auteurs ne furent jamais identifiés. Certaines expériences furent mentionnées lors des procès, mais de nombreuses victimes ne furent jamais nommées, faute de documents fiables sur leur séjour dans les camps. La grande majorité des victimes n'ont laissé aucune trace écrite. Leurs noms ne figurent pas dans les archives. Leurs histoires n'ont pas été racontées et leurs corps ont été jetés sans sépulture ni marque. Les événements sur ces sites ont été délibérément dissimulés dès le début, avec des méthodes visant à effacer toute trace. Cette dissimulation était aussi systématique que les crimes eux-mêmes. La farce médicale du Troisième Reich, vaccins, produits pharmaceutiques et meurtres déguisés en science. Les autorités nazies commencèrent à utiliser la médecine non seulement comme un outil de santé publique, mais aussi comme une arme idéologique et de contrôle absolu. Dans ce contexte, les entreprises pharmaceutiques, les instituts de recherche et les hôpitaux agissaient directement ou indirectement pour soutenir un système mêlant science supposée et pratiques brutales. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler les maladies, mais aussi d'utiliser le discours médical pour justifier des actes meurtriers. Les entreprises qui fabriquaient des vaccins, des médicaments et des produits d'hygiène étaient intégrées à un réseau officiel qui les mettait au service du régime.
Les rapports médicaux de l'époque utilisaient des termes tels que stérilisation thérapeutique, traitement des personnes asociales et thérapie d'élimination. Derrière ces termes techniques se cachait en réalité le meurtre de milliers de personnes considérées comme inutiles ou dangereuses pour la vision du régime en matière de santé nationale. L'un des aspects les plus sombres de ce phénomène était l'utilisation de vaccins expérimentaux sur des personnes internées sans leur consentement. Dans des camps comme Buchenwald et Dachau, des milliers de prisonniers furent contraints de participer à des essais de vaccins contre le typhus, le paludisme et la tuberculose. Les victimes n'ont pas été choisies selon des critères médicaux, mais plutôt par commodité. Logistique, ils étaient enfermés, ne pouvaient refuser et n'avaient aucun moyen de s'échapper. Dans de nombreux cas, les doses n'étaient pas supervisées par des médecins qualifiés et les procédures ne suivaient aucun protocole standard. Certains sont morts des effets directs des substances, d'autres d'infections volontairement provoquées. Les dossiers internes utilisaient des codes numériques pour masquer les noms des sujets, et une grande partie des données n'a jamais été publiée. Derrière ces projets se trouvaient des instituts qui prétendaient œuvrer pour le progrès de la médecine. L'Institut Robert Koch, par exemple, a joué un rôle clé dans les études sur les maladies contagieuses administrées aux prisonniers de manière contraire à l'éthique. Dans d'autres cas, des cliniques universitaires ont envoyé des stagiaires en médecine dans les camps pour observer ou participer aux essais. Ils ont appris à administrer des injections, à tenir des dossiers cliniques ou à pratiquer des autopsies. Bien que ces institutions aient officiellement prétendu ignorer la situation, des documents montrent qu'elles étaient au courant du type de patients utilisés. Des entreprises privées ont également participé. L'une des plus citées est IG Farben, le consortium chimique qui produisait des médicaments, des colorants et des pesticides. Une partie de sa division pharmaceutique a collaboré aux essais à Auschwitz, où un laboratoire a été installé dans le camp. De là, des rapports sur l'efficacité des nouvelles substances ont été envoyés à Berlin. Des antibiotiques, des anesthésiques et des composés expérimentaux ont été testés sur des femmes, des enfants et des hommes détenus. Des échantillons de sang, d'organes et de tissus ont été conservés pour des analyses ultérieures. Il n'y avait aucun suivi ni traitement en cas d'effets indésirables. Les victimes étaient remplacées par d'autres dès que des effets secondaires apparaissaient. Le lien entre science et répression ne se limitait pas au camp. Dans les hôpitaux psychiatriques ou les centres pour personnes handicapées, les médecins enregistraient les cas comme s'il s'agissait de traitements légitimes. En réalité, de nombreux patients mouraient d'overdose, d'asphyxie ou de négligence. Des certificats étaient alors délivrés avec de faux diagnostics tels que pneumonie soudaine ou arrêt cardiaque inattendu. Les familles étaient informées par courrier avec des explications formelles et une note suggérant de ne pas réclamer les restes. Dans ces mêmes centres, certains corps étaient envoyés à des instituts d'anatomie pour servir de matériel d'étude sans le consentement des familles. La justification de ces actes reposait sur un concept mêlant médecine et idéologie raciale. On parlait d'hygiène nationale, de purification de la société et de santé du peuple. La santé n'était plus seulement une affaire individuelle, mais une responsabilité collective qu'il fallait protéger, même au prix de vies humaines. Sous ce prétexte, des programmes étaient conçus pour identifier, isoler et éliminer ceux qui représentaient un risque pour la vitalité du pays. Les personnes atteintes de syphilis, de tuberculose, d'épilepsie ou de malformation étaient qualifiées de sources de faiblesse génétique. Il en était de même pour les alcooliques, les récidivistes ou les individus considérés comme asociaux. Les médecins non seulement exécutaient les ordres, mais les rédigeaient souvent. Lors de conférences médicales organisées par le régime, des statistiques sur les patients éliminés étaient présentées. Des méthodes d'injection létale sans laisser de traces étaient discutées et les coûts liés au maintien de personnes improductives étaient analysés. La médecine elle est devenue un outil de gestion politique et économique. Certaines études ont comparé le coût mensuel de l'entretien d'une personne handicapée à celui de l'alimentation d'une famille en bonne santé. Sur la base de ces calculs, l'idée a été avancée qu'il était plus efficace de supprimer le premier. Les dossiers montrent comment les médecins remplissaient des formulaires standardisés contenant des informations sur leurs patients, indiquant s'ils étaient guérissables ou incurables. Ces derniers étaient envoyés dans des centres pratiquant l'euthanasie active.
Nombre de ces documents portaient des sceaux officiels et étaient signés par plusieurs médecins. La participation était collective et non individuelle. Les diagnostics étaient examinés par des commissions médicales qui décidaient du sort d'une personne en quelques minutes. Dans certaines cliniques, des routines étaient établies pour administrer des doses létales la nuit, lorsque la surveillance était moindre. Un autre aspect qui apparaît dans les rapports est la systématisation de la dissimulation. Des codes internes étaient créés pour identifier les cas faisant partie du programme d'euthanasie sans éveiller les soupçons. Des acronymes, des numéros de dossier ou des termes vagues tels que « intervention thérapeutique urgente » étaient utilisés. De plus, les dossiers cliniques devaient être détruits après le décès du patient. Dans certains hôpitaux, les registres d'admission étaient réécrits à la main après le décès afin de dissimuler le passage de la personne. Dans les camps, un phénomène similaire se produisait lors des expériences. Les sujets n'étaient pas enregistrés par leur nom, mais par leur numéro. Leurs réactions étaient consignées sur des feuilles volantes, classées dans un ordre aléatoire. Si quelqu'un mourait, il était simplement transmis à un autre. Il n'y avait aucune intention de guérir, seulement d'observer. Dans des rapports internes de la SS, certains officiers se plaignaient que les résultats n'étaient pas aussi utiles qu'ils l'espéraient, mais ils ne critiquaient jamais les méthodes. Ils suggéraient plutôt d'améliorer les conditions de laboratoire afin d'obtenir des données plus précises. Il existe également des preuves de réunion entre médecins de différentes régions pour coordonner les protocoles. Ils ont partagé leurs expériences sur la manière d'appliquer certains traitements, de rédiger des formulaires ou de réagir à d'éventuelles inspections. Ces réunions ne remettaient pas en question la moralité des procédures, mais plutôt leur efficacité. Certains demandaient conseil sur le type de médicament le plus rapide pour induire la mort sans provoquer de convulsions, car cela compliquerait le travail des assistants. D'autres discutaient des avantages de l'utilisation de salles bien ventilées pour éviter les odeurs. Tous ces échanges étaient consignés dans des procès-verbaux diffusés au sein de la structure médicale du régime. Les revues scientifiques ont également joué un rôle essentiel. Elles ont publié des articles au langage technique masquant l'origine des données. Certains articles faisaient référence à des échantillons cliniques prélevés dans des conditions contrôlées, alors qu'il s'agissait en réalité d'expériences menées dans des camps de concentration. Les noms des sujets n'apparaissaient jamais, et les méthodes étaient décrites en termes génériques. Parfois, les résultats étaient présentés comme des découvertes révolutionnaires. Cela permettait aux auteurs d'acquérir un prestige académique sans révéler la véritable source des informations. Dans plusieurs cas, ces mêmes médecins ont occupé des postes importants après la guerre, leur connaissance étant valorisée par d'autres pays désireux de bénéficier des données. Alors que les nazis planifiaient soigneusement la manière de présenter au monde extérieur une image d'ordre et d'efficacité médicale, les véritables horreurs se dissimulaient derrière des termes techniques et des dossiers falsifiés. L'opération dite T4, par exemple, était présentée comme un programme d'assistance médicale, mais impliquait en réalité le meurtre systématique de milliers de personnes handicapées. Les rapports médicaux étaient manipulés, les autopsies falsifiées et les dossiers détruits ou camouflés dans un jargon incompréhensible. La plupart des citoyens ordinaires ignoraient ce qui se passait et ceux qui le savaient préféraient garder le silence car s'exprimer pouvait leur coûter la vie. L'appareil de propagande du régime a également joué un rôle central dans la dissimulation. Des films ont été diffusés montrant des hôpitaux propres, des patients satisfaits et des médecins dévoués, tandis que la vérité sur les stérilisations forcées, les euthanasies clandestines et les expériences mortelles était occultée. Des revues médicales ont publié des articles évoquant des mesures thérapeutiques nécessaires, sans préciser que ces mesures consistaient à tuer par injection ou à laisser mourir de faim. Même les documents internes du parti utilisaient un langage soigneusement construit pour dissimuler le crime derrière des mots froids et bureaucratiques. À la fin de la guerre et à la découverte des atrocités commises, de nombreux médecins et fonctionnaires ont tenté de minimiser leur implication. Certains ont détruit des dossiers, d'autres ont falsifié des dates ou changé des noms pour dissimuler des preuves. Lors des procès de Nuremberg, plusieurs accusés ont témoigné qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres, qu'ils ignoraient la réalité des faits ou qu'ils avaient été induits en erreur par leurs supérieurs.
De nombreux documents n'existèrent plus ou étaient incomplets, ce qui rendait difficile de reconstituer le tableau complet. Malgré cela, les témoignages de survivants, de médecins prisonniers et certains éléments de preuve retrouvés ont contribué à révéler une partie de la vérité. Dans les camps de concentration, la situation était encore plus difficile à retracer. Les expériences n'étaient pas toujours consignées dans des rapports officiels et, lorsqu'elles l'étaient, elles utilisaient des codes ou des initiales pour dissimuler leurs traces. Les journaux intimes étaient détruits, les dossiers médicaux éliminés et, dans de nombreux cas, les corps étaient incinérés sans laisser de traces. Les détenus contraints d'assister aux procédures étaient ensuite exécutés pour les empêcher de témoigner. Cette élimination systématique des témoins était l'une des stratégies les plus efficaces du régime pour effacer ces crimes. Par ailleurs, certaines personnalités importantes du monde médical ont réussi à échapper aux sanctions. Elles ont changé d'identité, fui vers d'autres pays ou ont été protégées par des gouvernements intéressés par leurs connaissances. Pendant la guerre froide, certains alliés ont préféré fermer les yeux sur le passé de certains scientifiques afin de bénéficier de leur expertise. Cela a alimenté le mythe selon lequel une grande partie de la vérité n'a jamais été révélée et que les crimes médicaux nazis étaient bien plus étendus que ce qui avait été documenté. Le silence officiel, conjugué à la peur de nombreux témoins et à la dissimulation systématique, a fait de cette partie de l'histoire l'une des plus difficiles à reconstituer intégralement. Les universités allemandes ont également joué un rôle dans ce silence. Pendant des années, elles ont évité d'enquêter sur les événements et de revenir sur l'histoire de leurs propres professeurs. Certains universitaires, ceux qui avaient collaboré avec le régime, ont continué d'enseigner ou de publier sans que leur passé soit examiné. Les associations médicales n'ont pas non plus fait pression pour obtenir des éclaircissements sur les événements et, dans de nombreux cas, ont choisi de tourner la page sans chercher à déterminer les responsabilités. Cela a engendré un sentiment d'impunité qui a perduré pendant des décennies. Au même moment, la société allemande était confrontée à un dilemme complexe. D'un côté, elle souhaitait reconstruire le pays et laisser derrière elle les horreurs de la guerre. De l'autre, le passé récent était encore présent dans les hôpitaux, les universités et les administrations. Nombre d'Allemands choisissaient de taire le sujet et pendant longtemps, les victimes du système médical nazi restèrent méconnues et privées d'indemnisation. Même les familles des victimes des programmes d'euthanasie peinaient à obtenir information et justice. Ce n'est que dans les dernières décennies du XXe siècle que les archives ont commencé à être ouvertes, les crimes reconnus publiquement et les hommages rendus aux victimes. Des livres ont été écrits, des expositions organisées et les dossiers de nombreux médecins restés impunis ont été examinés. Cependant, le mal était déjà fait. De nombreuses preuves avaient été perdues, de nombreux témoins étaient décédés et de nombreuses vérités restaient enfouies dans des rapports brûlés ou des témoignages étouffés. Aujourd'hui, l'étude des crimes médicaux nazis se heurte au défi de distinguer les informations documentées des rumeurs, les preuves réelles des suppositions. Certains récits exagérés d'expériences secrètes ont détourné l'attention de cas avérés, tandis que d'autres crimes, tout aussi atroces, restent méconnus. Le poids de la dissimulation continue de façonner la manière dont cette partie de l'histoire est racontée, et la difficulté d'en révéler tous les détails démontre à quel point le mensonge était un outil central du système. La stratégie de dissimulation a non seulement protégé les auteurs, mais aussi effacé les victimes. Nombre de noms n'ont jamais été retrouvés, de nombreux corps n'ont jamais été identifiés, et de nombreuses familles n'ont jamais su ce qui s'était réellement passé. Ce manque d'informations n'était ni un accident ni une coïncidence. Il s'agissait d'un élément essentiel du mécanisme, un rouage supplémentaire qui a permis la perpétration de crimes de masse sans laisser de traces. Ainsi, le silence est devenu une seconde forme de violence qui continue d'affecter ceux qui cherchent justice ou la mémoire. Bien que les procès de Nuremberg aient permis d'établir une part importante des faits, ils ont également laissé des lacunes. Certains des principaux accusés sont décédés avant d'être jugés, d'autres ont été condamnés à des peines légères, et plusieurs ont collaboré avec les Alliés en échange d'une protection. L'absence de preuves complètes, la destruction de documents et les stratégies de défense des accusés ont empêché une condamnation complète. À cela s'ajoutait le contexte politique de l'après-guerre,
où les priorités se sont déplacées vers la reconstruction de l'Europe et l'endiguement du bloc soviétique. Dans ce contexte, l'intérêt pour la poursuite des criminels médicaux a diminué. Les agences chargées d'enquêter sur les anciens nazis ont réduit leurs efforts, et les rares poursuites qui ont suivi les procès internationaux ont été limitées. Ce n'est que dans les années 1970 que de nouvelles enquêtes et de nouveaux procès historiques ont commencé à émerger en Allemagne. Sous l'impulsion d'organisations de la société civile et de journalistes, de nombreux auteurs sont morts sans avoir été traduits en justice, et de nombreuses victimes n'ont jamais été officiellement reconnues. Cette combinaison de propagande, de manipulation bureaucratique, de suppression de preuves et d'omissions historiques a fait de la dissimulation des crimes médicaux nazis l'une des plus efficaces et des plus longues du XXe siècle. Le recours au langage technique pour masquer les meurtres, l'effacement des traces physiques et la capacité du régime à réduire les témoins au silence témoignent d'une planification qui dépasse le crime lui-même. L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de le faire sans laisser de traces, sans poser de questions, sans laisser d'espace à la mémoire. Secret, illusion et le voile qui ne peut être brisé. Certaines idées liées aux pratiques médicales nazies se sont transformées, au fil du temps, en rumeurs et théories difficiles à vérifier. Ces versions s'écartaient des sources documentées, mais elles ont commencé à circuler comme de possibles vérités cachées, alimentant le soupçon que certaines expériences n'avaient jamais été révélées. On a parlé, par exemple, de tests avec des armes non conventionnelles, des champs énergétiques, voire des formes de manipulation mentale, mais nombre de ces idées ne sont étayées par aucun document existant et relèvent davantage de la spéculation que de l'histoire. Cependant, certaines de ces théories sont nées de véritables lacunes dans les archives. Plusieurs documents ont disparu, ont été détruits ou n'ont jamais été enregistrés. Ce manque de preuves a conduit certains à penser que les crimes les plus extrêmes n'avaient pas été pleinement découverts. Des histoires ont également circulé sur des bases souterraines situées dans des endroits reculés, où des tests extrêmes auraient été effectués, loin de tout témoin, caméra et de toute surveillance. Certains ont évoqué la région bavaroise, d'autres les Sudètes, ou même des installations souterraines en Autriche, mais aucune de ces hypothèses n'a été confirmée par des preuves solides. L'une des raisons pour lesquelles ces histoires ont perduré était le comportement ambigu de certains scientifiques et médecins après la guerre. Certains n'ont pas été jugés, d'autres ont simplement changé d'identité ou ont continué à travailler, en Allemagne comme à l'étranger. Cela a alimenté l'idée que des accords avaient été conclus pour les protéger en échange de leurs connaissances. Les témoignages de soldats alliés ayant découvert des installations vides ou des archives incomplètes ont également contribué à entretenir ce soupçon. Dans certains cas, on n'a retrouvé que des restes calcinés de documents, des bouteilles sans étiquette ou des appareils dont l'utilisation n'était pas entièrement claire. Des rumeurs circulaient au sujet d'expériences impliquant la télépathie, le contrôle mental et la perception extrasensorielle. On mentionnait également des expériences visant à induire des états de conscience modifiés et des tests avec des substances chimiques non identifiées, mais nombre de ces histoires manquaient de fondement. Certaines s'appuyaient sur les témoignages d'anciens prisonniers, même si, dans certains cas, les déclarations étaient vagues ou contradictoires. Les journalistes recherchaient également ces histoires car elles étaient plus convaincantes que les faits connus, ce qui contribuait à alimenter certains mythes et à les mêler à la réalité. Une autre source de confusion était les documents allemands eux-mêmes, où parfois ils utilisaient des noms de code ou des numéros pour désigner les expériences. Cela rendait l'interprétation ultérieure des dossiers difficile. Certains rapports, par exemple, faisaient référence à la procédure Z ou au groupe V, sans expliquer précisément leur signification. Ces codes pouvaient désigner n'importe quelle entité, des études médicales réelles aux opérations d'extermination, ce qui laissait place à l'ambiguïté. Dans certains cas, les chercheurs ultérieurs n'ont pas pu déterminer clairement ce qui se passait à chaque endroit, faute de témoins survivants ou parce que les dossiers étaient incomplets. Après la guerre, en Allemagne de l'Ouest comme ailleurs, un silence institutionnel s'installa sur de nombreux sujets. Malgré les aveux obtenus à Nuremberg, certains aspects restèrent flous. On craignait de trop remuer le passé ou de découvrir des éléments susceptibles de compromettre des personnalités encore actives dans le monde universitaire ou politique. Ce silence n'était pas toujours respecté. Il s'agissait parfois simplement d'éviter blessures ou scandales.
Mais ce même manque d'informations contribua à la prolifération des rumeurs au fil des ans. Au cours des décennies suivantes, des livres, des films et des reportages ont été publiés, revisitant ces théories. Certains de ces ouvrages cherchaient à révéler des non-dits, tandis que d'autres mêlaient données réelles et éléments fictifs. Ainsi, des récits de médecins nazis fuyant en Amérique du Sud pour poursuivre leurs expériences ou de recherches sur l'immortalité ou la manipulation génétique dans des laboratoires secrets ont émergé. Bien que certains de ces récits s'appuient sur des faits avérés, ils ont souvent été déformés ou exagérés pour créer un effet choc. Cela a encore complexifié la distinction entre ce qui s'est réellement passé et ce qui n'existait que dans le domaine de l'imaginaire. Dans le monde universitaire, les chercheurs ont tenté d'examiner tout ce qui était disponible afin d'établir des frontières claires entre faits et mythes. Les archives ont été déclassifiées, les témoignages comparés et chaque expérience enregistrée dans les camps de concentration a été analysée. Malgré cela, des zones d'ombre subsistent. Certains sites, comme Ravensbrück, Buchenwald et Natzweiler-Struthof, disposent d'archives incomplètes ou contradictoires, et dans certains centres, les documents ont entièrement disparu, rendant difficile toute reconstitution exacte. De plus, plusieurs témoins n'ont pas survécu ou sont décédés sans avoir pu raconter ce qu'ils ont vu, laissant des lacunes difficiles à combler. Le problème avec ces zones d'ombre est qu'elles alimentent le doute. Lorsqu'un élément manque, certains préfèrent penser qu'il a été délibérément caché. D'autres, en revanche, pensent que c'est le chaos de la fin de la guerre qui a empêché toute conservation de la documentation. D'autres encore pensent que certaines expériences étaient si extrêmes que les nazis eux-mêmes ont refusé de les consigner. Mais cette hypothèse, bien que possible, ne trouve aucun appui solide dans les archives connues. Ce qui est certain, c'est que plusieurs médecins ont détruit leurs notes, brûlé des documents ou utilisé de faux noms pour se protéger. Un autre facteur qui renforce les soupçons est la participation de scientifiques nazis au programme d'autres pays après la guerre. Aux États-Unis, par exemple, ils furent intégrés à des projets d'aviation, de pharmacologie et même d'agences comme la NASA. Ce transfert de connaissances, opéré en pleine guerre froide, était justifié comme un moyen d'empêcher les Soviétiques de recruter ces experts. Cependant, cette décision suscita également des critiques, car le jugement moral fut mis de côté au profit d'un gain scientifique. Parmi ces critiques, on compte notamment les médecins n'ont jamais été inculpés et ont continué à travailler comme si de rien n'était. Aujourd'hui encore, le sujet continue de susciter le débat. Certains chercheurs affirment qu'il reste des archives à découvrir ou des témoignages non révélés. D'autres soutiennent que l'essentiel est déjà connu et que le reste relève davantage de la légende que de l'histoire. En réalité, la dissimulation a existé tant par action directe que par omission. Et cette dissimulation, au-delà d'alimenter des théories extrêmes, a eu pour conséquence que de nombreuses victimes n'ont jamais été reconnues et que leur histoire n'a jamais été racontée clairement. Le procès de Nuremberg et la traque des nazis. Après la libération des camps et la fin de la guerre, les puissances alliées décidèrent de créer un tribunal pour juger les principaux dirigeants du régime nazi. Il s'agissait d'un processus historiquement inédit. Un procès international au cours duquel 24 figures clés du national-socialisme seraient jugées. Le lieu choisi était la ville de Nuremberg, en Bavière. Lieu symbolique car elle avait été le théâtre des plus grands rassemblements du parti et des lois raciales qui avaient scellé la persécution de millions de personnes. Les accusés étaient des dirigeants politiques et militaires, ainsi que des fonctionnaires ayant participé à la planification et à l'exécution du génocide. La moitié d'entre eux ont été condamnés à des peines allant des travaux forcés à la peine de mort. Les autres n'ont jamais été condamnés à mort car ils se sont suicidés avant d'être exécutés ou ont été condamnés par contumace, étant déjà décédés au moment du procès. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, préféra se suicider plutôt que d'affronter les juges. Dans un acte froid et calculé, il empoisonna d'abord ses 6 enfants, puis sa femme, et enfin lui-même. Heinrich Himmler, chef des SS, tenta de s'échapper sous une fausse identité en utilisant un cache-œil. Il fut capturé par les Britanniques, mais activa la capsule de cyanure logée dans sa dent et mourut sur le coup. Adolf Hitler avait fait de même à Berlin le 30 avril 1945, accompagné d'Eva Braun.
D'autres hauts fonctionnaires, comme Martin Bormann, secrétaire personnel d'Hitler, disparurent dans le chaos des derniers jours. Les soviétiques affirmèrent l'avoir abattu sur un pont près de la gare centrale de Berlin le 2 mai 1945, mais son corps ne fut retrouvé que des décennies plus tard, en 1972, et identifié en 1998 grâce à des tests génétiques. Lors de son procès, il fut condamné à mort par contumace. Hermann Göring, maréchal du Reich et chef de la Luftwaffe, fut l'un des accusés les plus célèbres de Nuremberg. Pilote pendant la Première Guerre mondiale, membre du cercle intime d'Hitler, il fut responsable de l'économie du Reich durant les premières années du conflit. Capturé par les troupes américaines, il fut traduit en justice où il resta 18 jours d'audience. Il ne manifesta aucun remords et conserva une attitude arrogante, même s'il était intérieurement déprimé. Condamné à la pendaison, il se suicida la veille de son exécution avec une capsule de cyanure. Les versions divergent sur la façon dont il a obtenu le poison. Certains prétendent qu'il a soudoyé un garde avec une montre en or, tandis que d'autres prétendent qu'il a reçu la pilule par l'intermédiaire d'une Allemande prétendant lui envoyer des médicaments. Les corps de Göring et des autres exécutés furent incinérés à Munich et leurs cendres jetées dans l'Isar, un sort bien plus digne que celui qu'ils avaient réservé aux millions de personnes assassinées dans les camps. Le 16 octobre 1946, 10 condamnés furent pendus à la prison de Nuremberg. Parmi eux se trouvait Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Il avait été l'un des artisans du pacte d'acier avec l'Italie fasciste de Mussolini et de l'accord avec le Japon qui consolida l'Axe. Il fut reconnu coupable d'incitation à la guerre et de collaboration à l'organisation d'un génocide. Il tenta de dissimuler des objets de valeur avant d'être capturé, mais fut finalement dépouillé de tous ses biens. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de l'armée allemande, fut également exécuté. Il était considéré comme soumis et extrêmement obéissant à Hitler, au point d'être qualifié par ses propres camarades de suiveur le plus stupide du Führer. Il fut reconnu coupable d'avoir autorisé des fusillades de masse lors des invasions de la Pologne et de la France, ainsi que des déportations et des exactions contre des civils. Lors de son procès, il déclara n'avoir jamais prévu les conséquences de ses actes, mais ses propos n'empêchèrent pas sa condamnation. Ernst Kaltenbrunner, chef de l'Office central de sécurité du Reich, fut condamné pour avoir dirigé la Gestapo, la police criminelle et les services de renseignement SS. Durant ses années à ce poste, il intensifia les exécutions dans les camps de concentration et poursuivit sans relâche la persécution des opposants et des Juifs. Son nom était moins connu que celui d'autres dirigeants, mais son rôle fut crucial dans la machine d'extermination. Alfred Rosenberg, idéologue nazi, fut également exécuté. Il avait formulé des théories raciales et des hiérarchies ethniques justifiant le génocide. Il fut reconnu coupable d'incitation à la haine et de contribution intellectuelle à l'antisémitisme. Ses manuscrits et documents personnels furent retrouvés après la guerre et sont aujourd'hui exposés dans des musées dédiés à la mémoire de l'Holocauste. Hans Frank, avocat et gouverneur général de la Pologne occupée, fut directement responsable de millions de morts sur son territoire. Lors de son procès, il exprima des remords et implora la clémence divine, mais son rôle dans la création de ghettos et de camps d'extermination le conduisit à la pendaison. Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur, avait rédigé de nombreuses lois raciales qui constituaient la base juridique des persécutions. Il fut remplacé en 1943, mais continua de conseiller Hitler jusqu'à la fin. Julius Streicher, fondateur du journal Der Stürmer, fut exécuté bien qu'il n'eût joué aucun rôle militaire direct, car sa propagande violente contribuait à l'incitation à la haine et à l'extermination. Son exécution fut particulièrement dramatique. La corde ne lui brisa pas le cou et il mourut lentement par asphyxie. Fritz Sauckel, responsable du travail forcé, organisa l'exploitation de 6 millions de prisonniers. Femmes, hommes et enfants étaient contraints de travailler jusqu'à 18 heures par jour sans nourriture ni soins médicaux. Alfred Jodl, membre du haut commandement militaire, fut condamné pour sa participation aux campagnes de Norvège et du Danemark. Arthur Seyss-Inquart, gouverneur des Pays-Bas occupés, fut condamné pour collaboration à des fusillades et des déportations de masse. Aux premières heures du 16 octobre, ils furent tous pendus à la prison de Nuremberg. Leurs corps furent brièvement exposés avant d'être incinérés et leurs restes dispersés aux côtés de celui de Göring dans l'Isar.
Ces procès ont créé un précédent en droit international en établissant la catégorie des crimes contre l'humanité. Cependant, tous les responsables n'ont pas été traduits en justice. Certains sont morts avant d'être capturés, d'autres ont réussi à s'échapper et beaucoup se sont cachés sous de nouvelles identités. Les procès ultérieurs ont été plus limités et se sont concentrés sur des fonctionnaires subalternes. Bien que Nuremberg ait marqué un tournant, des milliers de dirigeants nazis n'ont jamais été traduits devant un tribunal. Certains ont réussi à s'échapper durant le chaos des derniers mois de la guerre. D'autres ont pu compter sur des réseaux de soutien qui les ont aidés à fuir vers l'Amérique du Sud. Et beaucoup se sont tout simplement fondus dans la population allemande, profitant de la dévastation généralisée. Parmi les cas les plus célèbres figure celui d'Adolf Eichmann, architecte de la logistique qui permit la déportation de millions de Juifs vers les camps d'extermination. Capturé par les troupes américaines en 1945, il réussit à s'évader d'un camp de prisonniers grâce à la confusion ambiante. Avec l'aide de sympathisants nazis, il se rendit en Italie et, de là, réussit à gagner l'Argentine grâce à un faux passeport fourni par la Croix-Rouge. Pendant des années, il vécut dans la banlieue de Buenos Aires sous le nom de Ricardo Clément, jusqu'à ce qu'en 1960, une unité des services secrets israéliens le retrouve et l'enlève, le conduisant à Jérusalem. Là, il fut jugé, condamné à mort et exécuté en 1962. Un autre cas est celui de Joseph Mengele, surnommé « l'ange de la mort » d'Auschwitz. Responsable d'expériences médicales atroces sur des prisonniers, notamment des jumeaux, Mengele s'évada également en 1945. Il se cacha d'abord en Allemagne, puis, avec l'aide de réseaux de soutien, se rendit en Argentine en 1949. Pendant près de 10 ans, il résida à Buenos Aires sous son vrai nom, protégé par la communauté allemande locale. Après la capture d'Eichmann, Mengele s'enfuit au Paraguay puis au Brésil, où il se noya en 1979 alors qu'il nageait sur une plage. Son corps fut exhumé et identifié grâce à des tests ADN en 1985. Martin Bormann, dont la mort lors de la chute de Berlin avait été présumée mais jamais confirmée, devint l'un des fugitifs les plus recherchés pendant des décennies. Des rumeurs sur sa présence en Amérique du Sud alimentèrent l'idée qu'il avait réussi à s'échapper, bien que des restes retrouvés en 1972 aient montré qu'il était mort en mai 1945, probablement en tentant de fuir vers l'ouest. Rudolf Hess, ancien lieutenant d'Hitler, fut le protagoniste d'un épisode unique. En 1941, il s'était envolé seul pour l'Écosse afin de négocier la paix avec le Royaume-Uni, mais fut emprisonné. Après la guerre, il fut jugé à Nuremberg et condamné à la réclusion à perpétuité. Il passa plus de 40 ans à la prison de Spandau, à Berlin, jusqu'à ce qu'on le retrouve mort dans sa cellule en 1987. Les autorités déclarèrent qu'il s'était suicidé, bien que des rumeurs aient circulé pendant des années, des théories selon lesquelles il aurait pu être assassiné. Klaus Barbie, surnommé le Boucher de Lyon pour son rôle dans la persécution de la résistance française, réussit à s'échapper en Bolivie en 1951 grâce à de faux documents fournis par des réseaux clandestins. Pendant des années, il vécut sous le nom de Klaus Altmann, collaborant même avec les gouvernements militaires locaux. Il ne fut extradé vers la France qu'en 1983, où il fut jugé pour crimes contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il mourut en prison en 1991. Nombre des nazis qui s'échappèrent le firent par ce que l'on appellera plus tard les « routes des rats ». Ces itinéraires d'évasion furent organisés principalement depuis l'Autriche et l'Italie, avec l'aide de sympathisants nazis, de membres de l'Église et de réseaux d'anciens officiers. Depuis des ports comme Gênes et Naples, ils parvinrent à embarquer pour des pays d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, le Paraguay, le Chili et le Brésil, où ils trouvèrent refuge et des communautés prêtes à les accueillir. Les Alliés tentèrent d'empêcher ces évasions, mais l'ampleur de la tâche et le manque de coordination rendirent la tâche impossible. Tout au long des années 1950 et 1960, divers groupes de chasseurs de nazis se consacrèrent à la traque des fugitifs. Le plus célèbre était Simon Wiesenthal, un survivant de l'Holocauste qui consacra sa vie à recueillir des informations sur les criminels en fuite. Grâce à son travail, nombre d'entre eux furent localisés et traduits en justice.
En Allemagne, les procès de l'après-Nuremberg se poursuivirent, quoique avec moins d'impact. Des procès furent intentés contre des médecins, des juges, des officiers SS et des hommes d'affaires ayant collaboré avec le régime. Cependant, nombre des accusés furent condamnés à des peines légères ou furent libérés peu après, en partie en raison de la nécessité de reconstruire le pays et de garantir une main-d'œuvre qualifiée dans l'après-guerre. Les exécutions de 1946 ne marquèrent pas la fin du procès. Des années plus tard, d'autres procès furent organisés, connus sous le nom de procès secondaires de Nuremberg. Des médecins ayant participé à des expériences sur des prisonniers, des hommes d'affaires ayant tiré profit du travail forcé et des fonctionnaires de divers ministères furent poursuivis. Ces procès documentèrent l'utilisation de prisonniers comme cobayes pour la recherche médicale, ce qui sera directement lié aux expériences évoquées dans le chapitre suivant. Les témoignages recueillis lors de ces procès détaillèrent comment des milliers de personnes furent soumises à des tests sans leur consentement, injection de maladies, exposition à de basses températures, mutilation et intervention chirurgicale sans anesthésie. Ces témoignages constituèrent une preuve irréfutable du caractère systématique des abus. La documentation recueillie devint une base fondamentale pour comprendre l'ampleur des expériences que les nazis avaient tenté de dissimuler. La création du tribunal de Nuremberg a également créé une jurisprudence. Elle a introduit la notion de crime contre l'humanité et a clairement établi que suivre les ordres ne constituait pas une excuse valable pour commettre des atrocités. Cette doctrine allait constituer le fondement de la justice internationale au cours des décennies suivantes. Le contraste entre la sévérité avec laquelle certains dirigeants ont été traités et la clémence envers de nombreux collaborateurs subalternes a généré des débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Certains des responsables furent pendus ou condamnés à la prison à vie, tandis que d'autres réussirent à se réintégrer dans la société allemande d'après-guerre sans conséquences majeures. La traque des nazis s'est étendue sur des décennies, avec des opérations sur différents continents. En Israël, la capture et l'exécution d'Eichmann sont devenus le symbole d'une justice différée. En Europe, des procès comme celui de Barbie en France ont montré que, même avec le temps, les crimes n'étaient pas éteints. En Amérique latine, la présence de fugitifs a alimenté les tensions diplomatiques et révélé l'existence de réseaux opérant depuis des années. L'écho de Nuremberg et la persécution des responsables du nazisme ne se limitaient pas à punir les coupables. Ils visaient également à établir une trace historique, une mémoire qui empêcherait le déni des faits. Les milliers de pages de témoignages, de documents et de preuves photographiques recueillis lors de ces procès constituent à ce jour l'une des sources les plus complètes sur le génocide. La conclusion des procès a clairement montré que, malgré la mort ou l'évasion de nombreux hauts dirigeants, les découvertes dans les camps et devant les tribunaux ont révélé l'existence d'un système organisé d'extermination. Ce réseau comprenait des lois, des ordres, des médecins, des scientifiques et des bureaucrates. Le chapitre suivant se penchera précisément sur cette dimension. Les expériences médicales pratiquées sur les prisonniers, les tests effectués au nom de la science et les tentatives désespérées de les dissimuler alors que la défaite était imminente.